Bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce. Nous faisons un petit galop d'essai avant le débat du 5 mars sur les municipales à Lorient. Alors, monsieur le maire, Fabrice Loher, surnommé l'imam caché, a fini par déclarer sa candidature. Damien Girard, lui, sans doute, est allé faire du kayak dans la préparation de sa victoire présumée du côté de Groix. Et nous accueillons Gaëlle Lestradic, qui est la candidate du Parti socialiste et de la gauche plurielle aux élections municipales, dont la tête de liste est Lorient Ensemble. Nous avons également Vincent Letertre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat de la France Insoumise, tête de liste de Lorient Autrement. Nous avons également Théo Thomas, candidat du Rassemblement national, dont la liste s'intitule Rassembler Lorient, et Laurie Bochet, ma consoeur, qui va animer ce débat avec moi et à qui je cède la parole sur peut-être un paysage assez fragmenté dont nous n'avons ici qu'une partie de la représentation. Bonjour Hubert. Effectivement, pour les élections municipales à Lorient, pour l'instant, nous avons 5 listes, avec 3 listes à gauche, une qui est du centre droit représentée par le maire et une plus à droite, à l'extrême droite, avec Théo Thomas. La question que j'ai envie de vous poser, tout d'abord, c'est est-ce qu'en fait ce paysage, ça représente la France d'aujourd'hui ? Alors Gaëlle Lestradic. Bonjour, merci pour cette invitation. Dire quand même que je trouve assez essentiel la présence des médias de proximité. Donc merci d'avoir organisé ce débat et je suis très contente de pouvoir y participer. Sur la question de la représentativité, en tout cas des différentes listes, oui, effectivement, il y a des différences politiques dans ce pays. Moi, je crois que c'est une bonne chose quand on est en démocratie. Est-ce qu'on représente le niveau national ? Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la représentation nationale me laisse un peu navrée en ce moment du spectacle qui nous est offert. En tout cas, c'est vraiment loin du rôle d'élu local que j'ai en tant que conseillère régionale, ça c'est sûr. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, alors, monsieur Letertre, vous définissez comment dans cet espace de gauche sachant que vous venez de Place Publique. Oui, j'ai eu un passé. Vous avez une expérience. J'ai une expérience social-démocrate, c'est m'est arrivé dans ma jeunesse. Non, vous êtes restaurateur, je précise. Je suis restaurateur, oui. Voilà. Je crois vous faites d'excellents tacos, d'après ce qu'on dit. Selon la rumeur. Voilà. Non, sur le reflet local, je trouve qu'en effet, qu'il y a une liste d'extrême droite, qui est une liste de droite, puisque dire que Fabrice Loher est de centre-droit, moi je reste persuadé qu'il est de droite. C'est comme de dire que la Macronie est du centre. Et vous êtes d'extrême gauche ou selon le... Non, nous sommes de gauche radicale. On n'a pas de... Personne ne veut être extrême. Non, mais on n'a pas de parti d'extrême gauche avec nous. L'extrême gauche, peut-être LO fera une liste, parce que ça c'est un peu l'énigme à gauche. Mais non, je considère comme une liste de gauche. Après, est-ce que c'est le reflet national ? La seule anomalie que possède Lorient, c'est que c'est la seule grande ville où les écologistes et les socialistes ne partent pas ensemble au premier tour. Absolument. C'est la seule anomalie c'est assez singulier. Voilà. Pour la Bretagne. Voilà. Théo Thomas. Écoutez, en premier lieu, merci de l'invitation. Moi, ce que je regrette, Monsieur Loher n'est pas un grand amateur des débats, donc effectivement, il ne serait pas venu dans tous les cas. On dit parfois que c'est un peu, il se comporte comme un directeur général des services, c'est-à-dire que c'est pas un grand communicant, il est sur ses dossiers. Donc son absence n'était guère étonnante, celle qui l'est beaucoup plus, d'autant qu'il y a des enjeux, y compris pour la gauche, c'est l'absence de Damien Girard. Vous parliez d'extrême gauche, Damien Girard, aujourd'hui le NPA parmi ses alliés, donc je considérerais... Alors il m'a dit qu'il ne voulait pas venir tant que M. Loher ne s'était pas déclaré. Non, entre-temps, M. Loher s'est déclaré. Bon. Je pense aussi qu'il ne souhaite pas débattre avec moi, qu'il ne souhaite pas avancer ses pions vis-à-vis de moi, et que donc cela explique son absence. Et je trouve que c'est assez déplorable, y compris d'ailleurs pour votre rédaction et pour les Lorientais. Il ne veut pas débattre avec vous parce qu'il a demandé l'interdiction d'un groupuscule d'extrême droite qui n'a pas d'ailleurs été... Pour vous répondre, vous avez aujourd'hui effectivement une liste du centre et pas du centre droit, et vous avez effectivement un monopole par notre liste sur la droite de l'échiquier politique. Donc que M. Girard le veuille ou non, nous serons bien là, nous débattrons avec lui, et il aura aussi à répondre finalement de ces débats. Pour commenter aussi très brièvement ce que l'on voit à Lorient, alors il y a 2000 ans nous avions la guerre des Gaules, aujourd'hui c'est surtout la guerre des gauches, et encore une fois il est navrant que M. Girard soit absent parce que pour la gauche, c'est une occasion manquée aussi un petit peu de s'expliquer entre eux et de voir ce qui se passera au soir du premier tour. Alors, juste une petite question, Madame Lestradic. D'abord, est-ce que Jean-Yves Le Drian joue encore un rôle
dans les élections lorientaises? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, est-ce que vous allez fusionner avec la France Insoumise au deuxième tour? Je vais me permettre de commencer par la deuxième question. Je crois que j'ai toujours été très claire sur mon périmètre politique. J'ai toujours dit que mon spectre politique, là où je me place, mais ça c'est depuis des années, c'était entre ni Macron ni Mélenchon. Donc je suis claire, je l'ai toujours dit. Donc non, je ne fusionnerai pas, même si j'ai du respect pour les organisations politiques, mais je ne fusionnerai pas avec la France Insoumise. Ça, c'est très clair. Et pour répondre aussi à certaines choses que j'ai pu entendre précédemment, je n'ai jamais obtenu cette clarté de la part d'autres organisations, d'autres listes. Et donc, à un moment donné, j'ai pris acte, effectivement, de monter une liste, une équipe. Et ça se décide pas 2 mois avant des élections municipales. C'est un travail sur du long terme pour construire une équipe solide. Donc voilà, ça c'était pour la cohérence. Moi, je trouve qu'il faut une cohérence. Et concernant Jean-Yves Le Drian, ça a été un grand maire de Lorient. On lui doit beaucoup de choses aujourd'hui. Enfin voilà, il y a plusieurs chantiers emblématiques, mais en tout cas, par exemple, la réhabilitation, la reconversion de la base, c'est quelque chose qu'on lui doit. Après, il a toujours ses réseaux à Lorient, ça c'est une évidence, mais je crois qu'il est passé à autre chose et que c'est aussi une bonne chose. Le renouvellement politique, ça fait... Monsieur Le Tertre, on va peut-être aller vers une quadrangulaire, ça laisse des marges de manœuvre entre les 2 tours pour savoir vers qui vous allez vous orienter. Nous, la stratégie d'entre-deux tours, elle est assez claire. Dans tous les cas, on appellera à une union de toute la gauche pour évidemment passer au-delà des guerres d'ego et évidemment mettre à distance ce qui se passe au niveau national. On pense que les Lorientais méritent mieux que ça. Donc on verra au soir du premier tour, est-ce qu'on s'oriente vers une fusion à 3 listes ou pas, et sinon il y aura évidemment une quadriangulaire. Parce que la France Insoumise est très présente dans ces élections. Elle a présenté, je crois, une centaine de listes. 500 listes, pardon. Donc il y a une volonté d'enracinement et aussi une volonté de montrer aux socialistes qu'on ne peut pas faire sans vous. Je pense qu'il y a d'abord le fait qu'en 2020, on a plutôt soutenu nationalement des listes citoyennes. Donc maintenant, on estime que ça n'a pas été une bonne stratégie. Donc on a recalibré cet échelon local. On est pour se réimplanter. On voit bien, par exemple, le parti macroniste qui n'a pas d'ancrage local et le paye durement. Nous, on veut vraiment s'enraciner dans la politique locale et des différentes collectivités. Donc on est sur ce travail d'implantation. Voilà. Donc évidemment, nous, au second tour, si on arrive en tête, on appellera de nos voeux une fusion à 3. Laurie ? Moi, j'ai quand même envie de vous poser la question à tous les deux, Gaël Lestradic et Vincent Le Tertre. Qu'est-ce qu'on a retenu de 2020 et de cette ville qui était à gauche depuis des décennies et qui est passée au centre droite, enfin, voilà, selon comment on positionne M. Loer. On n'a pas tiré les leçons de 2020 ? Si, je pense que je ne crois pas que ce soit une aberration démocratique d'avoir plusieurs listes pour avoir une offre politique. Ça amène du débat. Certains le choisissent, d'autres peut-être l'esquivent, mais en tout cas, ça va amener du débat et des confrontations. Par contre, que personne ne doute que mon objectif, il est très clair. L'objectif, c'est que la liste Lorient Ensemble soit en tête de la gauche le soir du 15 mars. Ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et l'objectif ultime, le 22 mars, c'est bien de mettre fin à la majorité actuelle de droite et macroniste, effectivement dirigée par le maire de la ville actuelle. Sur ça, je n'ai aucun état d'âme. C'est très clair pour moi, pour mon équipe. Ensuite, il y aura des discussions forcément le 15 mars au soir. Donc allons-y. Vous comptez sur quoi pour créer la surprise ? L'insécurité ? Pas nécessairement, vous savez, je pense que pour des élections municipales, il faut aller au-delà des grandes questions nationales. Et aujourd'hui, à Lorient, vous avez aussi des problématiques qui sont vraiment locales et qui doivent aussi trouver des solutions. J'aimerais tout de même revenir aussi sur ce débat qui a lieu sur les fusions potentielles au soir du premier tour. Je sais notamment du côté de Damien Girard qu'il y a un espèce de fantasme à l'idée qu'au dernier moment, Théo Thomas rallie la liste de M. Loer. Comment est-ce qu'on fusionne des listes
en fonction des projets, en fonction de ce qui est proposé. On va en parler. Est-ce que j'aurais quitté l'équipe de M. Loer pour y revenir et pour finalement sauver son mandat? Pas du tout. Pourquoi vous l'avez quitté d'ailleurs? Pourquoi je l'ai quitté? Parce que vous savez, lorsque l'on s'engage, on a eu ce débat la semaine dernière à Bois-du-Château, lorsque l'on s'engage, notamment quand on est jeune, on s'engage avec de l'espoir, avec une volonté et surtout avec peut-être parfois un idéal. Monsieur Loer a porté cet idéal et il l'a abandonné après 2020 et nombre de ses proches ont eu ce même constat. Et donc, pour aussi parler un petit peu de cette question des fusions de listes de gauche, l'échec des assises de la gauche à la fin de l'année dernière est peut-être la démonstration aussi que dans tous les cas, si fusion il y a, eh bien, elle sera douloureuse pour les gauches et surtout elle ne sera pas productive. Je pense que rien ne changera car fusion entre premier et second tour égale aussi négociation des postes, de qui aura quoi, de quels éléments du programme on retire, de quels éléments du programme on parlera. Et donc finalement, c'est un petit peu aussi duper les électorats. Moi, ma vision, elle est inverse. Toutes nos négociations ont eu lieu avant la présentation de la candidature, afin ensuite que nos électeurs aient finalement une idée claire de ce que l'on propose, de ce que l'on ne propose pas et de ce que l'on défendra. Et je pense que c'est aussi respecter les électeurs, d'être clair. Laurie, on va peut-être aborder les dossiers de fond maintenant. Hein. On va vous demander, c'est quoi là, votre priorité, Monsieur Thomas, la priorité des priorités? La première des priorités, elle est évidente, ça reste l'insécurité. Et d'ailleurs, c'est une première pour les élections municipales qui, habituellement, n'ont pas nécessairement ces enjeux en tête. Le premier constat, et loin de ce que l'on entend bien souvent, c'est que Lorient est une ville qui a une hausse de l'insécurité très importante, notamment pour les cambriolages. Comme partout ailleurs. Exactement. En 8 ans, vous avez une augmentation de 50% des cambriolages. Vous avez une nette augmentation des agressions physiques et des vols. Donc derrière, la première des idées, c'est de balayer le fait que la majorité actuelle qui va se représenter a réussi à régler ces problèmes. Vous avez effectivement eu une multiplication par 2 de la police municipale. La réalité au regard des quotas aujourd'hui, c'est que pour une ville de 60 000 habitants, vous devez avoir un policier pour 1000 habitants. Donc nous, c'est ce que nous proposons. On l'a élaboré hier auprès de vos collègues journalistes. Effectivement, recruter plus de policiers municipaux, faire en sorte aussi que la vidéosurveillance ne soit pas passive, mais qu'elle prenne une part active, qu'elle puisse permettre une meilleure réaction. Et puis évidemment aussi, ne pas que répondre par la force brute. Ça passe aussi par une meilleure écoute des milieux culturels. Par l'idée que tout on ne va reste pas sur la là-dessus. sécurité. Madame Le Stradic, c'est une ville dangereuse, Lorient? Non. Ce n'est pas une ville dangereuse. Par contre, effectivement, il y a des problèmes de sécurité. On peut parler du narcotrafic qui a augmenté ces derniers temps. Ce n'est pas un phénomène lorientais, c'est un phénomène breton et national aussi. Donc ça, une fois que le cadre est posé, moi je veux dire ça. Je veux dire aussi que la sécurité, c'est une compétence régalienne. Donc la première chose... J'ai entendu ça. Tous les socialistes disent ça depuis toujours. J'ai pas fini. La première chose, c'est d'avoir un dialogue constant et constructif avec les forces locales de la police nationale et de la gendarmerie. De réclamer les effectifs quand il faut. Et effectivement, là où le pouvoir de la maire peut s'exercer, c'est une vision à 360 de la sécurité. C'est-à-dire que oui, il faut de la police municipale. Nous, on a dit qu'on augmenterait aussi les médiateurs pour créer un vrai lien de proximité, parce que ce qui est insupportable, c'est de voir des espaces publics qui sont privatisés. Moi, je l'ai dans mon quartier, j'habite Frébeau, et clairement, il y a un espace public qui est complètement privatisé par le trafic. Et ça, c'est insupportable. Et il faut de la présence humaine. Donc, effectivement, la vidéosurveillance, elle a ses vertus, mais plutôt a posteriori. Donc, moi, je veux de la présence humaine, policiers municipaux de proximité, médiateurs, mais c'est aussi compter sur tous les acteurs sociaux de la ville. Monsieur Le Tertre, vous êtes d'accord avec Mme Le Stradic? Sur le constat que la ville de Lorient n'est pas plus insécure qu'ailleurs, non, Lorient est égal à toutes les villes qu'on voit dans la Bretagne, ou même la question du narcotrafic, elle n'est pas que française, elle est internationale. En plus, Lorient est une ville portuaire, donc on a forcément besoin de policiers pour lutter contre le narcotrafic, et ils le font très bien. Nous, notre vision sécurité... très bien et très difficilement. Parce que... Mais ils le font bien avec les moyens qu'ils ont. Est-ce que la question, c'est est-ce qu'il faut plus de moyens? On va dire oui, mais ils font déjà beaucoup avec le peu de moyens qu'ils ont. On peut nous se poser la question... Donc vous n'êtes plus, dites plus la police tue. Vous êtes sur une approche plus positive de la police, là. La lutte contre le narcotrafic, c'est autre chose que les contrôles d'identité, les contrôles au faciès dans les quartiers des personnes racisées, et ça, je maintiendrai toujours.
Mais sur la question, par exemple, du centre de vidéosurveillance qui coûte très cher et qui est quasiment inefficace, au vu du coût pharaonique et les caméras de vidéosurveillance, on voit quand Ça a quand même permis des interpellations. Saisie 140 fois depuis la création de ce centre en 2023. Elle a permis d'identifier quand même, par exemple, le principal suspect dans l'affaire Iris Cotman. Mais par rapport au coût que ça engendre, c'est un choix budgétaire, c'est une orientation, un arbitrage. Nous, on est pour réaffecter à des moyens humains. À gauche, on a cette ligne-là d'avoir plus de police de proximité. Mais à choisir entre des caméras de vidéosurveillance passives, justement, et un centre de visionnage, on préfère avoir des moyens humains aussi pour assurer les personnes dans leur sentiment d'insécurité. Parfois, il faut les deux. L'un ne va pas sans l'autre, mais il faut être dans des arbitrages efficients. Vous avez une chose à ajouter ? Non, moi je ne suis fondamentalement pas d'accord. Je vais expliquer, évidemment. Je pense aussi que la mairie a un rôle à jouer dans la sécurité. Alors vous le savez, la police municipale a des pouvoirs beaucoup plus limités malheureusement, essentiellement de police administrative, mais malgré tout, une plus grande présence policière, même passive, le fait d'identifier des points de deal, d'y accorder plus de patrouilles, le fait d'augmenter également les effectifs de la brigade cynophile, qui pour le coup à Lorient ont porté de bons résultats, vont avoir aussi un effet concret, notamment sur le narcotrafic, qui reste la base de tous les autres actes de délinquance, en réalité. Donc nous, notre vision, c'est aussi que la mairie a un rôle à jouer, et je pense que c'est essentiel, d'autant que l'État, malheureusement, est lui-même complètement dépassé. On entre aussi dans un autre débat. Quelle est la place aujourd'hui d'un État qui se sent dépassé ? En l'occurrence, c'est un débat municipal et nous n'irons pas plus loin sur le sujet, mais le maire a un rôle à jouer, un rôle très important, un rôle de premier plan. Laurie, vous vouliez parler ? Je m'excuse, hein, mais je pense que tous les deux, on n'a aucunement dit que la mairie n'avait rien à faire. Évidemment, je l'ai dit, mais on ne peut pas tout miser que sur la présence de policiers municipaux sur l'espace public. Ça change beaucoup de choses. Il faut l'avoir. Moi, je l'ai toujours dit et j'ai voté quand il y a eu l'augmentation. Vous avez des villes dans le sud où il y a une police municipale extrêmement forte qui fonctionne en parfaite harmonie avec la police nationale. Et ça, je ne dis pas le contraire. Ils ont des résultats. Mais je ne dis pas le contraire. Oui. Mais je pense qu'il ne faut pas que ça, et il faut aussi des médiateurs sur la place publique pour faire un lien de proximité, et il faut aussi pouvoir occuper, animer cet espace public, et là, les centres sociaux ont toute leur place, et tous les acteurs culturels de cette ville. Laurie, je crois que vous vouliez parler aussi de dossiers lourds. Oui, la première, exactement, une des premières priorités pour les gens qui habitent Lorient ou qui arrivent à Lorient, parce que Lorient est une ville assez dynamique économiquement, c'est se loger. Se loger à un prix décent et même trouver un logement. Et on peut aussi parler de l'insalubrité des logements. Monsieur Le Tertre, ça serait quoi vos premières mesures si vous êtes élu maire pour le logement ? Pour le logement, on a plusieurs mesures assez essentielles parce que ça va en effet de l'isolation du parc local, du parc de logement et du parc privé. On est déjà pour nous très vite de l'encadrement des loyers, mais qui prend au moins une année à mettre un observatoire. Donc c'est un peu technique, mais ça prend au moins une année. On est sur le fait d'avoir une foncière pour pouvoir lutter contre la spéculation, de pouvoir préempter des biens qui sont en train de monter le prix au mètre carré. Parce qu'en effet, les Lorientais, déjà de ne pas avoir beaucoup de pouvoir d'achat, ne peuvent même plus se loger sur Lorient. Ils sont obligés d'être repoussés, même plus en première couronne de Lorient, mais quasiment en deuxième, voire en troisième couronne. Donc on veut toujours que les Lorientais puissent se loger. Et pour ça, on est pour interdire purement et simplement le Airbnb. Je sais qu'on va devoir se battre pour ça, mais c'est notre postulat de départ, parce que ça fait quasiment 1500 logements qui sortent du parc locatif, et déjà c'est des mesures d'urgence. Et on est pour un grand plan de rénovation thermique des logements, parce que c'est vraiment, on a beau avoir un logement, des personnes retraitées avec des petits pouvoirs d'achat sont en difficulté pour rénover leur logement. Monsieur Thomas ? Écoutez, j'aimerais commencer par un exemple. J'étais en rendez-vous hier avec une dame qui vit avec près de 1 000 € par mois. Donc effectivement, mère célibataire, à charge de 2 enfants, dans un logement social. Et si vous cumulez la totalité des charges, eh bien, il lui reste moins de 300 € pour vivre. Lorient est une ville populaire dans laquelle la question du logement est extrêmement importante. Et en l'occurrence, rappelez aussi que Lorient est à la base une ville conçue pour 70 000 habitants et qui a perdu une dizaine de milliers d'habitants en environ 20 ou 30 ans. On en récupère quelque peu, mais l'idée centrale, c'est qu'au fond, je pense que beaucoup de logements sont déjà là, mais sont insalubres. Donc lancer un grand plan de rénovation et également un audit
sur les logements afin d'identifier ce qui peut être réhabilité, ce qui doit malheureusement être rasé, ce qui peut être amélioré, pour aussi rendre les logements adaptés également aux nouveaux besoins. Je pense aux personnes à mobilité réduite, aux personnes en situation de handicap. Tous ces éléments sont aujourd'hui à prendre en compte. Ce n'était pas forcément le cas il y a 50 ans, mais désormais, ça fait partie du débat public et il faut le prendre en compte, nécessairement. Madame Le Stradic ? Sur la question du logement, il y a plusieurs leviers pour lesquels on peut agir. On ne le fait pas seul. Il faut aussi bien voir qu'on le fait avec Lorient Agglomération et Morbihan Habitat pour ce qui concerne le logement social. Il faudra construire plus de logements de petite taille pour répondre aux besoins des personnes âgées, mais aussi, vous parliez, des jeunes actifs et des étudiants qui arrivent dans la ville. Pour ça, on peut faire des réserves de foncier communales, réhabiliter aussi les friches, parce qu'effectivement, à Lorient, il y a plus de foncier nu, mais il y a des friches qui existent pour pouvoir construire du logement, parce qu'il faudra densifier. Il faudra densifier, mais en préservant la qualité de vie des habitants, et notamment des espaces verts. Il faudra remettre du logement dans le circuit. Et pour ça, il y a des mesures qui sont assez simples. C'est durcir les règles concernant la location touristique meublée, on l'a déjà dit. On peut aussi, sur les logements sociaux, dans ce mandat-ci, M. Loher a fait voter des exceptions sur le fait de construire des logements sociaux par programme immobilier. Les projets du centre-ville ont été exemptés de cette obligation-là. Nous, on interdira ça. Comment ça s'inscrit dans le plan national qui vient d'être annoncé ? C'est-à-dire que c'est une obligation à partir, en tout cas pour la ville de Lorient, puisque les règles sont un peu différentes selon les villes, mais à partir pour Lorient, quand vous construisez 10 logements, vous êtes obligé de produire du logement social. Et on a fait des exceptions pour les grands projets immobiliers du centre-ville. Donc ça déjà, nous, c'est hors de question. La mixité sociale, elle doit se faire partout, qu'on soit au centre-ville ou dans les quartiers. Et puis, on aimerait tester une nouvelle chose, c'est le bail à réhabilitation, qui permet sur des logements vacants, mais dégradés aussi, de pouvoir faire de la rénovation avec des bailleurs. Après, j'ai envie de vous poser la question à tous les trois. Le nerf de la guerre pour le logement, c'est l'argent. Oui. Et où on trouve cet argent ? Parce que on parle de rénovation thermique, où ça va devenir quelque chose d'obligatoire, parce que le classement des logements est en F et G, il y en a beaucoup à Lorient. Comment on trouve cet argent ? Allez-y, Gaël. Je ne savais pas s'il fallait que je réponde tout de suite. Where is the money ? Évidemment que c'est le nerf de la guerre, mais c'est le nerf de la guerre pour tout, pour les mobilités, pour... Et comment ça se passe avec l'État ? Il y a une espèce, il y a des contrats, Et le logement, c'est pour ça que j'ai précisé au démarrage que c'était aussi sur Lorient Agglomération. Parce que quand vous encadrez les loyers ou quand vous voulez abaisser le taux de logement pour déclencher justement les logements sociaux, c'est aussi de la concertation avec Lorient Agglomération. Donc ça veut dire c'est une discussion avec les autres villes, avec les autres maires, pour savoir qu'est-ce qu'on flèche. Et pour toutes les mairies, moi j'ai pas entendu un maire dans ce mandat-ci dire que le logement n'était pas une préoccupation pour elle. Et évidemment, c'est un travail avec les autres partenaires, le département sur le logement social et donc Morbihan Habitat, c'est aussi la région et c'est bien sûr l'État. Bon, pour finir l'émission, vous vouliez parler aussi circulation et stationnement. Oui, on voit que dans vos différents programmes, vous parlez tous de transport et de gratuité des transports. Alors je connais pas encore votre programme, Gaël Le Stradic, qui sera dévoilé la semaine... Tout à fait. Dans ces jours-ci. Alors vous avez tous... Gratuité ou pas gratuité ? Vous avez 30 secondes chacun pour conclure là. Je peux conclure. Nous, on est pour la gratuité entière et totale pour tous les Lorientais, le plus vite possible. Voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est concret, c'est écologique et c'est démocratique. Tout de suite. Tout de suite. Non, je rigole. Vous êtes riche, non, alors. pas tout de suite. C'est qu'on a l'astuce pour que les Lorientais puissent, à une échéance, le temps de mise en place, peut-être au 1er juillet ou 1er septembre, rembourser la carte de transport pour tous les Lorientais. Théo Thomas, et après... La solution, c'est l'arbre à pognon en l'occurrence. Rien n'est jamais gratuit. Et rappelez une chose, c'est que même dans les conditions actuelles, 75% du prix d'un ticket est en réalité déjà pris en charge par les municipalités. Donc nous préférons prioriser, effectivement, encore une fois, les personnes en situation de handicap, les personnes à mobilité réduite. Il est évident qu'elles doivent avoir cette gratuité. Et ne pas oublier aussi que la gratuité nuit en réalité aux cyclistes et aux piétons plus qu'aux automobilistes. Merci. Gaël Le Stradic pour conclure. Alors nous, au vu du contexte budgétaire, et c'est une compétence Lorient Agglomération encore, on préfère à la gratuité totale faire une gratuité pour les moins de 12 ans pour inciter les familles à prendre le bus. Et la deuxième chose, surtout,
parce que là, je rejoins, la gratuité, c'est pas gratuit pour tout le monde et les collectivités doivent payer. C'est renforcer l'offre de bus, parce qu'un bus gratuit qui ne passe pas devant chez vous, vous aurez beau le faire qu'il soit gratuit, ça va pas changer votre vie. Donc, on renforce le cadencement des bus, notamment vers les nouvelles gares de notre territoire, à savoir Brandérion, Hennebont et Gestel, parce qu'il y a plus de TER, parce que l'objectif, c'est bien de décongestionner la RN 165, qui est donc de s'adapter Bien au travail, entendu. aux horaires de travail. J'ai compris. Merci, Voilà. madame. Merci, messieurs. Merci, Laurie, Merci pour à cette vous. co-animation. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux débats. beaucoup. En attendant, portez-vous bien. Bon week-end.